Avec Laurent Pietraszewski, bonsoir. Bonsoir. Ancien Bonsoir, secrétaire d'État aux retraites. Aujourd'hui, vous avez un cabinet de conseil, mais vous connaissez bien le dossier. Et évidemment, c'est le dossier qui préoccupe beaucoup les Français, parce que les syndicats ont fait une journée d'action extrêmement réussie le 19 janvier. Il y en a une autre le 31 janvier, puis il y aura beaucoup d'autres actions perlées d'ici là. On va juste écouter messieurs Martinez et Berger, respectivement CGT et CFDT, Front syndical uni, qui se tient et qui appelle à une nouvelle mobilisation. Écoutez-les. Nous avons appelé à multiplier d'ici au 31 janvier, date de la prochaine mobilisation, les actions et initiatives partout sur le territoire, dans les entreprises et les services, dans les lieux d'études, y compris par la grève. Notre système de retraite par répartition n'est pas en danger et rien ne justifie une réforme aussi injuste et brutale. On n'est pas encore en vacances, ok? Il n'y a pas des vacances. Les vacances, c'est la semaine prochaine. Mais non, les vacances, c'est à partir du 5 ou 6, je crois, pour les premières zones. Donc aujourd'hui, il y a une mobilisation le 31. Ce qui est important, c'est le 31. Le 31, il faut qu'un maximum de citoyens, de travailleurs et travailleuses soient mobilisés dans les manifestations partout en France, le fassent dans le cadre qui était celui du 19, c'est-à-dire de façon revendicative et respectueuse et pacifique. Et c'est ça la démocratie, c'est qu'on puisse s'exprimer comme ça. Donc la CFDT, c'est la voie qu'elle poursuit. Le 31 au soir, on se regroupera de nouveau en intersyndical pour décider ensemble, ce qu'on fait. Voilà, Laurent Berger, un peu énervé qu'on lui dise oui, vous allez bloquer les vacances scolaires. Ça va être le grand blocage du pays, monsieur Pietraszewski? Bon, ça, moi, je ne peux pas vous répondre sur ce qui se passera le 31. Ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, la première journée d'action des syndicats a été assez largement suivie. Je pense que vous en avez fait l'écho et la presse également. Bon, la question qui se pose aujourd'hui au gouvernement, c'est effectivement comment est-ce qu'il peut montrer des preuves d'ouverture, et ça, je dirais, sans doute vis-à-vis du front syndical, mais aussi de l'ensemble de la population. Et il y a besoin, je crois, de pédagogie pour cette réforme. Ça, c'est un élément essentiel. Les Français la trouvent injuste, cette réforme. Injuste. Ils sont 68% à la trouver injuste. Sur les carrières longues, sur les femmes, sur les seniors, l'emploi des seniors. Je ne vois pas sur quoi on pourrait lâcher, là, le gouvernement. Bon, d'abord, vous savez, moi j'ai porté une autre réforme, celle du système universel des retraites, et on voit bien dans la pédagogie qui est difficile à faire encore aujourd'hui. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est inextricable, cet écheveau de système de retraite dans notre pays. Tout le monde y voit son intérêt et tout le monde cherche à défendre son intérêt. Alors que si nous avions, et j'espère qu'on nous y arriverons, un système universel, on pourrait poser tout cela. Alors, là, il y a une nécessité, c'est celle d'équilibrer le dispositif, contrairement à ce que j'ai entendu là il y a quelques instants. Bon, quelle est la réalité ? 2008 à 2019, nous avons un système qui est en déficit, il manque en moyenne 10 milliards par an. C'est incontestable, c'est des années passées, tout le monde peut le vérifier. Dans les années futures, on aura la même tendance à partir de 2023 jusqu'à l'horizon 2035. Donc, on ne peut pas dire que le système va s'effondrer lundi matin, et ça, on est d'accord. Mais on peut dire quand même que durablement, depuis plus de 10 ans, et dans les 10 à 15 ans qui viennent, le système est en difficulté et il faut le rééquilibrer. Alors, c'est pas exactement. Alors, je vais vous passer la parole après pour le débat, mais c'est pas du tout ce que dit le patron du corps, le président du corps, Pierre-Louis Bras. Écoutez bien ce qu'il a dit la semaine dernière devant des parlementaires. Il dit les dépenses de retraite ne dérapent pas. Écoutez. Les dépenses de retraite ne dérapent pas, elles sont relativement maîtrisées. Dans la plupart des hypothèses, elles diminuent plutôt à terme. Et dans l'hypothèse retenue par les gouvernements, elles diminuent très très peu, mais un peu à terme. D'accord ? En règle générale, ce propos suscite un certain étonnement. Ben oui, un étonnement, parce qu'on nous serine à longueur de journée que le système va exploser, et le monsieur qui a fait le rapport du corps, il nous dit « mais non, tout va bien, ça dérape pas ». Ouais, alors je pense que si on regarde bien les propos de Pierre-Louis Bras, il parle en pourcentage du PIB, c'est-à-dire du produit intérieur brut, de la richesse que nous produisons globalement, et on sait que la part de retraite, c'est autour de 14%, c'est ça qu'il veut dire, et c'est absolument pas à l'opposé de ce que je viens de vous dire, c'est qu'il manque tous les ans 10 à 15 milliards sur les 330, c'est juste la réalité. Bon, mais c'est cataclysmique ou pas ? Je vous l'ai dit, c'est pas cataclysmique. Bon, je pense que, de toute façon, le but, c'est pas d'affoler tout le monde. Le but, c'est de dire, on se comporte, moi, je vais vous dire ça, en bon père de famille. En bon père de famille, moi, j'équilibre mon budget dans le temps et je le fais avec les moyens qu'on me propose. Et là, celui qu'on nous propose, c'est de travailler un peu plus ensemble. Et il faut le faire avec, vous avez souligné ça dès le début, avec une nécessité de justice, d'équité, d'attention pour les carrières longues et les métiers pénibles. Je crois que c'est ce qu'on va discuter ce soir. Allez, Marc Toiti. Oui, et puis attention également dans les prévisions, effectivement, du corps
et même de la loi actuelle, on a une croissance entre 2 et 2,5%, une croissance économique, donc du PIB, justement. Donc si c'est pas le cas, évidemment, mécaniquement, le trou augmente. Et parallèlement, on tape sur un taux de chômage qui va baisser à 5%. C'est vrai qu'il a un petit peu baissé aujourd'hui, on est à 7,3%. Mais le taux de chômage global de sous-emploi, il est à 16,5%. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas autant également de cotisations. Donc les hypothèses, justement, qu'avance le corps, elles sont extrêmement optimistes. Et puis n'oublions pas également qu'on a aujourd'hui même un déficit chaque année de 30 milliards à peu près des retraites, des fonctionnaires, et l'État paye, justement. Ouais. Donc, il y a déjà un trou qui est là, mais on ne veut pas le voir, parce qu'il est financé par l'État. Mais avec une dette publique de quasiment 3 000 milliards d'euros, et donc bientôt bien plus, vous aimez effectivement... bien nous faire peur avec ces chiffres. Non, je ne fais pas peur, mais encore une fois, c'est-à-dire, il faut dire la vérité. C'est-à-dire que si on dit oui, tout est sous contrôle, à ce moment-là, oui, ne faisons pas la réforme de la retraite. Le problème, je pense, de la réforme de la retraite, c'est que moi, j'étais effectivement pour une réforme beaucoup plus large, et s'arc-bouter sur l'âge en tant que tel, c'est ça qui pose ce problème et qui ne nous permet pas finalement à tous les Français de choisir. Si on avait ce choix, déjà il n'y aurait pas la CFDT dans le cortège et puis en plus on aurait peut-être une moindre adhésion justement au dérapage. Monsieur Pietraszewski, une question avant de passer la parole à mes petits camarades. Les femmes, elles sont pénalisées par cette réforme des retraites. Celles qui, alors on nous dit qu'il y aura le congé parental qui sera pris en compte dans le calcul. Oui. On nous dit un certain nombre de choses. Les pensions minimales vont être réévaluées. Ça va profiter en grande majorité aux femmes parce que c'est elles qui ont les plus petites pensions. Mais les femmes qui ont eu des enfants, elles avaient des trimestres cotisés, 3 trimestres cotisés par enfant. Et tout ça, c'est complètement gommé par la réforme. 2 minutes, non. C'est pas gommé par la réforme, heureusement d'ailleurs. Ah bah si. Mais on prend vous prenez une femme d'un certain âge avec 2 enfants, elle partira 2 ans plus tard qu'un homme du même âge. Dans la mesure où elle a tous ses trimestres. Mais on va juste prendre 2 minutes. Inégalité. Regardons comment... En fait, aujourd'hui, notre système de retraite, c'est... Et l'âge, il faut avoir 62 ans pour ouvrir ses droits. Et la durée, actuellement, il faut 42 années de cotisation. Demain, il en faudra 43. Voilà. C'est le système actuel. Donc actuellement, là, aujourd'hui, au moment où on parle, il y a des gens qui vont avoir travaillé plus de 42 ans, alors que la durée, c'est 42 ans. Et je vais vous dire un scoop incroyable, c'est que l'an dernier, c'était déjà le cas. Et l'année d'avant encore, c'était déjà le cas. C'est comme ça, c'est un système qui est construit comme cela. C'est la durée et l'âge. Donc, sur le sujet que vous évoquez, nous avons effectivement, quand on regarde les femmes sur la borne de l'âge 62, l'âge d'ouverture des droits, et 67, pardon, c'est l'âge d'annulation de la décote. C'est l'âge où, si vous n'avez pas travaillé vos 42 ans, parce que vous avez une carrière hachée, eh bien, là, on ne vous applique pas de décote. Donc, entre ces deux bornes, de 62 et de 67, aujourd'hui, on retrouve une part importante des femmes autour de 62 ans, parce qu'elles ont, et c'est celles qui ont les carrières les plus continues, elles sont proches, c'est sans doute votre exemple, Laurence Ferrari, elles ont en plus des trimestres validés par le fait qu'elles ont eu des enfants et qu'elles ont éduqué. Et puis on a à l'autre bout de cet intervalle, autour de 67 ans, beaucoup de femmes qui ont des carrières hachées et qui doivent attendre 67 ans pour ne pas se voir appliquer de décote. Eh bien, ce que l'on peut voir dans ce dispositif, c'est que toutes celles qui sont dans ce bout 67 ans, eh bien, ne vont pas travailler plus, que la réalité, c'est qu'elles ont des pensions de 40% inférieures à celles des hommes. Elles vont bénéficier de façon la plus notable de la progression moyenne de la pension. Et effectivement, pour certaines, c'est la vérité, pour certaines qui sont dans ce début d'intervalle de 62 ans, elles devront travailler plus parce que c'est la durée plus l'âge pour tout le monde, hommes et femmes, et c'est déjà le cas aujourd'hui, c'était le cas hier, c'était le cas avant-hier. Bon, alors Éric Revel. Monsieur Pietraszewski, je voulais vous poser une question. Vous l'avez très bien démontré, en fait, vous avez une façon de prendre cette réforme des retraites qui est une sorte de tableau Excel, d'approche comptable, alors que peut-être cette réforme aurait pu bénéficier de réflexions plus en amont du gouvernement sur le sens du travail, l'évolution de la société. Mais ma question est la suivante. Vous avez porté à un moment donné une réforme des retraites qui a été arrêtée par le président de la République parce qu'on était en pleine crise sanitaire. Aujourd'hui, on est en pleine crise sociale où se cristallisent les problèmes de pouvoir d'achat, les problèmes de salaire, etc., etc. Est-ce que vous conseilleriez à la Première ministre, je ne vais pas mettre le président de la République dans le coup, de bien regarder? Est-ce qu'il faut maintenir cette réforme des retraites parce qu'à une crise sanitaire a succédé une crise sociale qui menace
quand même d'enflammer le pays. Alors, qu'est-ce que vous lui dites à Madame Borne? Vous savez, mon job aujourd'hui, c'est de conseiller les entreprises sur les sujets. Vous la conseillez ou... Essentiellement. Je vais vous répondre. Mais d'emploi des seniors et de santé au travail. Je vous réponds. C'était pas une pirouette. Je vous réponds parce que c'est totalement connecté. J'avais proposé au président de la République que justement dans ce portefeuille ministériel que j'avais, on joigne la santé au travail avec les retraites, parce que c'est une des clés d'une politique de vieillissement actif. Et alors, je vais vous mettre à l'aise que moi, je suis pas du tout tableau de Excel. Je suis même d'ailleurs, ceux qui ont travaillé avec moi dans la grande distribution pendant 25 ans vont dire, oh là là, c'est vraiment pas les gars qu'il fallait faire des tableaux Excel. Mais par contre, la réalité, c'est que effectivement, on a cette nécessité. Je crois qu'il vous posait une question. On a aussi. cette nécessité de réaliser pour ceux qui ont plus de 50 ans, plus de 55 ans, des aménagements de fin de carrière, de prendre en compte la réalité de la pénibilité des métiers. Moi, j'entends les remarques qui sont pas toutes injustifiées d'un certain nombre de réformistes syndicalistes qui, effectivement, disent « Mais comment est-ce que vous allez faire pour prendre en compte la pénibilité de quelqu'un qui fait des travaux de voirie à l'extérieur, pour quelqu'un qui est plaquiste ?» C'est pas illégitime, franchement, quand ils viennent challenger le gouvernement là-dessus. Donc, votre question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le sujet ? Moi, je crois que le gouvernement a mis sur la table un certain nombre de choses, notamment sur la prévention de la pénibilité, de l'usure au travail. Je pense que ça doit ouvrir de grandes négociations d'entreprises et de branches pour identifier les métiers qui sont sans aucun doute les plus difficiles à réaliser et à avoir une politique, y compris d'aménagement de fin de carrière. Il faut renoncer avec la crise sociale dans laquelle on est, puisque vous avez renoncé, vous, enfin le président de la République à l'époque, à mettre en place cette réforme parce qu'il y avait une crise sanitaire. C'est une nouvelle crise. Les contextes ne sont pas tout à fait les mêmes. Et surtout, c'est qu'il y a une réalité que vous partagez, je le sais, et merci de relancer comme ça le débat. Mais cette réalité qu'on a tous vécue, tous, l'ensemble des salariés, celle de la crise sanitaire que vous avez évoquée, l'ensemble des salariés qui ont pu rester chez eux, indemnisés, comme cela n'a jamais été réalisé dans aucun pays d'Europe ou du monde. Les petits entrepreneurs qui ont été aidés par le Fonds de solidarité, les grosses entreprises qui ont pu maintenir l'emploi. La réalité, c'est que nous avons collectivement, vous savez, moi je travaillais au gouvernement, je n'ai pas le sentiment d'avoir fait ça tout seul, on l'a fait ensemble avec les citoyens français, on a tenu la société française dans cette crise sanitaire. Donc aujourd'hui, il nous faut produire plus de richesses collectivement, et on peut le faire en travaillant plus, mais je suis parfaitement en phase avec ce que vous avez dit sur la dimension de la pénibilité et sur la dimension de l'emploi des seniors. Là, très franchement, il y a des choses à améliorer. On ne retire pas la retraite, on la garde coûte que coûte, quitte à écoutez, bloquer la France entière. Coûte que coûte, il faut à un moment donné être dans une situation où aussi on est face à nos réalités. C'est ce que nous avons été tous protégés pendant les 2 années de la crise sanitaire. D'accord. Donc il faut passer à la caisse, là. C'est pas passer à la caisse. Passer à la caisse, ça voudrait dire que certains rendent ce dont ils ont bénéficié. Ils le remboursent, oui, ça, le PGE, ils le remboursent. Collectivement, nous pouvons équilibrer au moins notre situation en matière de retraite par un peu plus de travail. Geoffroy Lejeune, vous avez une question? Mais j'ai une question, et quelque chose que je ne m'explique pas, mais c'est une vraie question, c'est pas quelque chose de malin pour vous mettre dans l'embarras, c'est que vous avez été ministre chargé de ce dossier. Et, non, pas du tout. Non, pas du Alors, tout. ministre chargé ça va prolonger de un peu la question d'Éric. Vous avez été chargé de ce dossier, donc, si je ne m'abuse, en 2019. C'est-à-dire que vous avez porté la précédente réforme, qui était celle d'Édouard Philippe initialement, en tout cas défendue par Édouard Philippe, qui était une réforme qu'on disait à l'époque systémique, c'est-à-dire du système et non paramétrique des curseurs comme aujourd'hui. Et à l'époque, je me souviens très bien de ce que disait Édouard Philippe. Il expliquait, et même Emmanuel Macron d'ailleurs le disait, il l'avait dit en 2017, il l'a redit d'ailleurs pendant le grand débat face à la presse à la fin du grand débat, que c'était un peu idiot, peut-être même dépassé un peu has-been de penser en paramétrique et que la réforme systémique, le système universel était en fait génial, formidable, etc., qu'il fallait pas discuter. Moi, ce que je ne m'explique pas, c'est pas une attaque contre vous parce que vous avez depuis quitté le gouvernement, c'est pourquoi ce changement? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi entre 2017 et 2022 avoir changé cette stratégie, sachant qu'à l'époque, la réforme, alors il y avait une opposition, les syndicalistes étaient reçus à Matignon, je me souviens à la fin toutes les semaines, d'ailleurs je crois que vous vous y colliez vous aussi. Je me souviens qu'il y avait un point, notamment sur la CFDT, un point d'achoppement qui était la question de l'âge pivot, mais en dehors de ça, la CFDT était plutôt encline à défendre le projet et l'opposition des Français était moindre que celle d'aujourd'hui. Donc ma question, et c'est une vraie question, pourquoi ils ont changé d'avis?
Vous faites écho à la question de votre voisin de gauche. Alors, la matière de tout à l'heure, tout simplement parce qu'on a vécu 2 ans de crise sanitaire et que, je pense que le président de la République est pragmatique. Alors, encore une fois, franchement, je prends très très bien la question. Moi, je crois à ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire, je crois à la nécessité de remettre tout sur la table. Et je vais vous dire, de toute façon, on va y arriver pour une raison relativement simple. C'est que là, on est en train de traiter le sujet de l'équilibre, celui qui faisait justement débat et tension avec les syndicats réformistes. Le sujet de l'équilibre sera traité et je pense que nous pourrons, en tout cas moi j'appelle ça concrètement de mes voeux, nous pourrons travailler ensemble à l'élaboration d'un système de retraite universel qui rassure. Avec une autre réforme, non? Écoutez, en tous les cas, sur le fond, si on veut transformer les choses, si on veut les transformer, il faut faire une réforme. On est parti pour un moment. Il fallait la faire, cette réforme, justement. Mais le vrai enjeu, justement, c'est que par rapport au renoncement éventuel du gouvernement de M. Macron, c'est que si effectivement il y a un recul, alors là, toute la capacité de la France, du gouvernement actuel, à réformer l'économie française, à la moderniser, elle est battue en brèche. Là, je vous dis pas les taux d'intérêt qui ont augmenté parce que, effectivement, c'était le problème du quoi qu'il en coûte qui coûtait rien parce que c'était la Banque centrale européenne qui a acheté cette dette publique, donc ça nous coûtait 0. Maintenant que les taux d'intérêt ont fortement augmenté, ça nous coûte extrêmement cher. Imaginez, juste la facture de surcharge de coût de la dette, 120 milliards d'euros sur 10 ans. Et c'est pas terminé. Donc si demain, on recule sur l'âge de la retraite, effectivement, la facture sera encore plus lourde parce que le taux d'intérêt aura encore plus augmenté. Mais parallèlement, si on n'a pas un terrain d'entente et qu'on bloque le pays, on aura une telle récession qu'on n'aura rien gagné. Donc moi, je pense qu'il faut trouver un terrain d'entente. Sinon, effectivement, ça sera très compliqué pour la France. Vous connaissez bien Emmanuel Macron. Il reculera ou pas? Écoutez, moi, je ne suis pas à parler à la place du président de la République. Je comprends votre question. Non, mais je comprends votre question. Mais il est d'une nature à reculer ou pas? Le président de la République mène une politique dans le sens de l'intérêt général conforme à ses engagements. Voilà. Non, mais qu'est-ce que je vous dise? Mais très franchement, le président de la République n'a pas besoin de moi comme porte-parole. Donc moi, je vous dis. Vous le connaissez, moi je le connais pas aussi bien que vous. Écoutez, je crois que le président de la République. Je crois que le président de la République voit bien ce qu'il est nécessaire de faire, et il voit bien qu'effectivement, mais si, je pense qu'il perçoit très bien le front syndical qui est affiché derrière vous, Laurence Ferrari en photo, et je crois qu'il est attentif aux équilibres qu'il doit y avoir dans sa loi. Et ça veut dire que quand je vous ai dit tout à l'heure que sur l'emploi des seniors, il y a des choses à faire. Il faut ouvrir des négociations de branche, il faut aménager les fins de carrière, il faut identifier les métiers qui ont besoin d'investissements forts. Il faut trouver des solutions pour que aujourd'hui, qui ici autour de la table n'a pas fait un repas du dimanche midi avec un oncle, un ami qui à 58 ans n'a plus de boulot dans la boîte. C'est la réalité. Et vous avez cette réforme, eh bien, tout l'art du gouvernement et pour le coup du président de la République, ça va être de trouver une voie de passage entre 2 réalités. Et ces 2 réalités, on les connaît. Celle qui a été rappelée tout à l'heure, en réalité, par mon voisin de gauche, sur le déficit du budget à la fois national, mais aussi du budget des retraites. Et aussi sur cette réalité qui fait qu'on a structurellement, dans notre pays, depuis plus de 35 ans, exclu les travailleurs, on va dire expérimentés, de l'emploi, parce que c'est une pratique, et c'est pas une pratique, je pointe pas du doigt les uns ou les autres, parce que c'est une... Mais vous savez, Laurence Ferrari, c'est pas qu'une pratique des entreprises. Les partenaires sociaux, les représentants des salariés signaient cela, parce qu'on leur a expliqué, à un moment donné, pendant 30 ans, pendant 35 ans, que le travail était une constante, qu'il fallait diviser le travail pour le partager. On s'est un peu moins posé la question de comment créer de la richesse pour le partager. On voit bien aujourd'hui que le rapport au travail, on en parlait un petit peu en off, là, pendant les pubs avec vos animateurs, et vos éditorialistes, que effectivement ça avait sans doute changé. Eh bien, je crois que c'est ça qu'on est en train de reconstruire. Donc oui, ça prend du temps. Oui, il faut trouver des voies de passage et il faut le faire. Là, vous avez raison, de façon le plus apaisée possible. Oui, alors, mais l'index pour l'emploi des seniors, excusez-moi, moi ça me fait un peu rigoler. Il faudrait peut-être pas prendre des mesures un tout petit peu plus fortes, baisser les charges sociales, je sais pas. Écoutez, vous êtes pour l'emploi des seniors, connecté au dossier, revisiter effectivement le contexte. Il faut m'inviter plus longtemps. Revisiter le contexte, on va dire fiscalo-social, qui concerne l'ensemble des travailleurs expérimentés de plus de 50 ans. Voilà un sujet qui est important. Et quand on se rend compte que les entreprises, elles payent plus sur une prime de départ en retraite que sur un licenciement. On a là des stratégies de contournement qui se font. Enfin, les entrepreneurs, vous vous rendez compte, on leur demande de payer plus sur une prime de départ en retraite que sur un licenciement. Il y a des choses qu'il faut peut-être mettre à plat. Il faut en discuter. Vous savez, je ne crois pas que les employeurs soient fermés à cela. Et puis, le salarié, lorsqu'on lui propose un aménagement de temps de travail,
on va prendre un exemple. Ça existe en Finlande. Bon, la Finlande, c'est pas une contrée si lointaine que ça. Bien, on est capable de dire à un salarié qui, peut-être passé 55 ans, choisit de réduire son temps de travail. Alors, on n'est pas obligé de le faire juste dans le cadre de la retraite progressive. On peut le faire aussi un peu avant. Peut-être que moi, à 55 ans, j'ai envie de m'occuper peut-être de mes petits-enfants. Peut-être que je ne suis pas mal à l'aise, compte tenu de mon parcours personnel et professionnel, à réduire à 4/5e mon temps de travail. Peut-être qu'on peut le faire de façon compensée, financièrement, pour ceux qui ont des métiers pénibles. Il fallait peut-être le faire avant, non? Il fallait peut-être y penser avant dans les négociations. Très franchement, ça doit faire partie des négos. Et vous avez raison, il y a une asymétrie entre la dimension budgétaire, qui est très très bien, pardon, j'arrive tout de suite, la dimension budgétaire qui est très bien instruite, et c'est très clair, et la dimension plus qualitative, où on a l'impression que sur l'emploi des seniors et la pénibilité, il y a encore du grain à moudre, il y a encore à bosser. Vous n'avez pas voulu montrer du doigt les entreprises françaises, mais quand on regarde le classement dans l'OCDE de l'employabilité des seniors, même si on a remonté, on est en bas de classement. Ouais, ça veut dire que historiquement, les entreprises françaises n'ont pas gardé leurs seniors par rapport à d'autres entreprises de l'OCDE. C'est vrai. Il faut changer les mentalités. C'est intéressant ce que vous dites, parce que si on prenait l'exemple d'une grande société qui fabrique des voitures avec un losange sur la calandre. Quand elle fabrique ces voitures-là de l'autre côté des Pyrénées en Espagne, où la retraite est à 65 ans, c'est pas un pays particulier l'Espagne non plus, eh bien, elle n'a pas ces difficultés avec les seniors que nous avons aujourd'hui. Et pourtant, on fabrique sur les mêmes chaînes, avec le même type de poste de travail. Donc, on a bien la nécessité... Du travail. Mais alors, avec l'Espagne, c'est quasi similaire. Mais sur le fond, non mais on est à la marge. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une comparaison avec l'Extrême-Orient, par exemple. Bon, le sujet, c'est une question aussi de construction sociale par le dialogue. La nécessité, ce que vous avez évoqué, c'est qu'on retrouve via les branches, via les entreprises, des accords qui permettent de garder, de maintenir dans l'emploi. Parce que notre sujet, c'est pas de leur permettre de revenir dans l'emploi, c'est de les maintenir dans l'emploi, nos salariés les plus âgés. Et ça, c'est un super challenge, c'est un super défi pour le gouvernement, comme pour les employeurs, comme pour les représentants des salariés. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette réforme des retraites.